Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Friedemann Friese pour parler de son parcours de game designer à travers 5 jeux qui l'ont marqué, à la fois comme joueur et comme auteur. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Garin, on se retrouve pour une nouvelle interview à Essonne et je suis en compagnie de Friedemann Friese. Salut Friedemann. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui, nous sommes vendredi, c'est le meilleur jour pour te rencontrer. Yeah, it's a very good day. Oui, c'est un très bon jour. German and English starts with Yes. math, yeah. Oui, pas en français malheureusement. Non. On va parler de ton travail, mais en fait on va faire une interview, on va parler de jeux qui t'ont marqué comme joueur, mais aussi comme dans ton travail de game design. Yeah. Mais d'abord, nous allons un peu parler de ta découverte du jeu de société. Est-ce que c'était quand tu étais enfant, en famille, ou est-ce que c'est venu un peu plus tard? No, it started very early with the family, of course, as a child, and we played some games in the family and. Non, ça a commencé très tôt, évidemment en famille, quand j'étais enfant. On jouait à quelques jeux à la maison. En Allemagne, il y a une grande tradition de jeux de pli, de jeux de cartes. Mais on ne jouait pas beaucoup à ces jeux de parcours avec des dés. On avait même un mahjong. Et je jouais aussi à des jeux asiatiques comme le Go-Bang ou Gomoku, le jeu des 5 pions alignés sur un plateau de Go. On avait aussi Das Jagdspiel, un jeu où il faut chasser des animaux. Bon, là c'est un jeu de parcours, justement. Et Deutschlandreise, ce jeu Ravensburger où on voyage à travers l'Allemagne. C'est aussi un jeu de parcours, mais en 2 dimensions. Donc, très tôt, j'ai compris à quel point c'était intéressant d'avoir une carte, une route, de devoir me dire je dois aller là, puis là, pour trouver le meilleur trajet. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai appris très jeune. I have to go there and to find the best route, and I think this is something I learned early in my life. So yeah. Est-ce que tu as aussi joué à du jeu de rôle? I'm not really much into it. I tried it once, the Midgard system from Germany. It's a German system, but I was not. Je ne suis pas vraiment très porté là-dessus. J'ai essayé une fois, avec Midgard, le système allemand de jeu de rôle. Mais ça ne m'a pas vraiment convaincu. J'aime bien l'idée d'une soirée de jeu qui commence et se termine le même soir. Le problème avec les campagnes, c'est qu'il faut toujours réunir les mêmes personnes et c'est un cauchemar à organiser. L'un est en vacances, l'autre est malade. On met 2 mois à rejouer et quand on s'y remet, il faut se rappeler où on en était. Donc je préfère vraiment les jeux fermés, des parties complètes en une soirée. C'est pareil avec les jeux de campagne modernes. Au début, j'étais complètement à fond. J'adorais ça. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas ce que je recherche. D'habitude, j'aime qu'on dise simplement « Ce soir, on joue à quelque chose », peu importe qui est là, sans avoir à tout planifier. Normally I want to have a game night and whoever's there, we play something and not to organize. J'ai compris quand même que l'idée du jeu Legacy, c'était quelque chose qui t'intéressait et d'ailleurs que tu avais recherché à faire, mais différemment. Yeah, of course, I tried it, and as you said, the Fabled Fruit thing is, of course, a game which has a... Oui, bien sûr, j'ai essayé. Et comme tu le dis, Fabulosa Fructus est évidemment un jeu qui fonctionne un peu comme une campagne. Même les jeux de la série Fast Forward, ces petits formats en boîte, relèvent un peu de cette logique-là. Comme je disais au début, j'étais complètement dans ce truc, ça me fascinait. Mais je n'étais pas très fan des campagnes, où tu dois détruire le matériel en jouant, ou modifier le jeu au point qu'il devienne impossible de recommencer. Je préfère largement le système Fable, où tu peux tout reprendre depuis le début quand tu veux. Aujourd'hui, je reviens vraiment à cette idée de jeu fermé, complet en une séance. Parce que si tu regardes par exemple The Crew, il y a quoi, 60 missions? Moi j'en ai fait peut-être 25. Et chaque fois que je relance une partie, il y a de nouvelles personnes à la table. Donc il faut recommencer depuis la mission 1. Et à la longue, c'est frustrant. On n'a jamais vraiment le sentiment de terminer. Yeah. J'ai aussi compris que tu avais travaillé comme vendeur de jeux et aussi comme DJ. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai fait ça. J'ai travaillé comme DJ pour des soirées. Et même dans un club pendant un temps. J'ai aussi travaillé dans une boutique de jeux, ce qui pour moi a été une expérience très utile. J'ai pu observer pourquoi les gens attrapent tel jeu plutôt qu'un autre sur l'étagère, comment expliquer une règle ou présenter un jeu, et surtout quel argument fonctionne. Et puis, il y a aussi l'autre côté. Ces bons jeux qu'on adore, mais qu'on n'arrive pas à vendre, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on essaie de leur faire passer. C'est fascinant. Okay. Tu te dis, ce jeu est super, mais il est invendable. Et à côté de ça, j'ai aussi travaillé comme programmeur en développement logiciel. Of course, I worked as a coder, as a programmer for software as well. So. Tu as commencé à faire des jeux de façon un peu expérimentale dans les années 90.
Et tu as très vite, créé ta propre maison d'édition. C'était aussi parce que tu avais cette expérience, tu pensais que tu avais cette expérience de voir ce qui plaisait aux gens? Yeah, which is like, I'm not a very patient guy. So when I have something, I want to have it done. And when you work with a company, it takes 2 or 3 years. Oui, disons que je ne suis pas quelqu'un de très patient. Quand j'ai une idée, j'ai envie qu'elle soit réalisée rapidement. Et quand tu travailles avec une maison d'édition, il faut parfois 2 ou 3 ans avant que le jeu sorte. C'est difficile pour moi. Travailler avec d'autres éditeurs, ça veut dire attendre, accepter les retours, retravailler le jeu encore et encore. C'est pour ça que j'ai eu très tôt cette envie de faire les choses moi-même, en mode do it yourself. Travailler avec une seule personne pour les illustrations et faire le reste tout seul. Mes tout premiers jeux, dans les années 90, sont nés comme ça, bricolés, produits à petite échelle. Il m'a fallu presque 10 ans avant d'avoir des jeux vraiment fabriqués par un éditeur professionnel. Le premier, c'était Fische Fluppen Frikadellen. C'est celui qui a marqué cette étape-là. Mais l'idée est restée la même, faire les choses, avancer sans dépendre des autres. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que je dois déjà penser à 2026. Je ne peux plus inventer un jeu en juin pour qu'il sorte à Essen en octobre. C'est devenu impossible. Il y a trop de partenaires internationaux impliqués, notamment depuis Formidable Farms. For the fair anymore. It's just like impossible to get this done because a lot of foreign partners are with me as here now with Formidable Farms. So yeah. Et est-ce que tu dirais aussi que d'un point de vue créatif, tu ne t'as pas à subir le fait que des éditeurs classiques peuvent être parfois un peu frileux? Sur le plan créatif, c'est vrai qu'il y a parfois une tension. Les éditeurs traditionnels ont peur de prendre des risques, de sortir du mainstream, et les considérations économiques passent avant la création. L'indépendance, ça donne cette liberté d'expérimenter, même si au début il fallait bien faire plein d'autres petits boulots à côté, parce que les jeux ne rapportaient pas grand-chose. Mais après 10 ans, j'ai décidé d'en vivre. Et je me suis demandé si cette liberté allait disparaître avec la professionnalisation. Et en fait, non. Dès le début, Funkenschlag a été un énorme succès. Ça m'a donné à la fois de quoi vivre et de quoi créer librement. Alors je me suis dit, ok, allons-y. Ensuite est venu Vendredi, qui a aussi très bien marché. C'est un vrai pari, un jeu solo à une époque où personne n'y croyait. Aujourd'hui, tout le monde sait que les jeux solo ont leur place. Puis il y a eu Fabulosa Fructus, encore une expérience réussie. Et puis ces petits jeux de cartes, plus simples à produire, qui se vendent très bien. J'ai aussi lu une interview où tu disais qu'après le Covid, ça avait été un peu difficile. Mais aujourd'hui, on peut dire que tes jeux sont attendus, vous avez une très bonne stabilité dans ta maison d'édition. J'ai commencé très tôt à me construire une communauté de joueuses et de joueurs. Et elle est toujours là aujourd'hui. Ces personnes sont formidables. Et c'est vraiment un plaisir de les retrouver ici, à Essen. It's very good to meet them here in Essen. And they support you in your work, they help me. It's just emotionally very, very important to see why I'm doing it. Because I'm not doing it for numbers, sales numbers. It's more important to see. Oui, et bien sûr. C'est quelque chose de très important pour moi, sur le plan émotionnel surtout, parce que je ne fais pas ça pour les chiffres de vente. Ce qui compte, c'est de voir les gens aimer mes jeux. C'est ça qui donne du sens à tout le travail. La période du Covid a été compliquée. Power Grid avait un marché américain très solide. Et pendant la pandémie, beaucoup de marchés étrangers se sont tout simplement refermés. Les distributeurs disaient « Non, on se concentre sur notre marché local, pas de nouveautés pour l'instant. » Résultat, cette année-là, aucune licence étrangère n'a été signée pour mes jeux. On a dû compter uniquement sur les ventes en Allemagne, alors que la maison d'édition s'était développée à l'international. Et forcément, les chiffres étaient beaucoup plus faibles. Et financièrement, ce n'était pas simple. Mais aujourd'hui, les choses vont mieux, vraiment. Il reste encore quelques difficultés selon les pays, mais le marché européen est stable. Et l'Asie aussi. Financially not that good. And by now it's getting better and better, and we are just, there are other business problems with other countries right now, but it is, Europe is stable and Asia is stable. Ok, on va commencer à parler des jeux de ta liste. Le premier que tu as mentionné, c'est pas un jeu moderne, c'est un jeu traditionnel. Alors j'espère que je vais bien le prononcer, le Doppelkopf. Yeah. C'est un jeu de cartes traditionnel, un jeu de pli traditionnel allemand. Yeah. Qui est différent du scat. Yeah. And I have never played it, I have to say. And I understand. Je dois dire que je n'y ai jamais joué, mais j'ai compris qu'il y avait des alliances temporaires et que ce n'était pas juste un jeu de pli, mais aussi une expérience sociale très forte. But I understand that it's also a very strong social experience. It is a very good trick taker, and it is. If you compare, because it's a 4-player trick taker partnership game, so if you compare it to Bridge or to Tichu,
It is different because in bridge, you know the person you play together with and teach you the same. Yeah. So it is very rare in these partnership games that you do not know who is the person. C'est vraiment un excellent jeu de pli. C'est un jeu d'équipe à 4, donc si on le compare au bridge ou au tichou, il est très différent. Dans le bridge, tu connais ton partenaire. Dans le tichou, c'est pareil. Tu sais avec qui tu joues. Mais dans Doppelkopf, c'est très rare. Tu ne sais pas avec qui tu es en équipe. Les deux dames de trèfle jouent ensemble. Ce sont elles qui forment une équipe. Mais il y a aussi la possibilité d'un mariage. Quand les deux dames de trèfle sont dans la même main, elles peuvent se marier. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et dans ce cas, tu peux soit jouer seul, soit choisir un partenaire selon certaines règles. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu repose sur une forme de déduction. Tu joues tes cartes sans savoir qui est ton coéquipier. Mais si tu poses la dame de trèfle, ton partenaire, lui, sait que tu es avec lui. Et là, tout le jeu consiste à interpréter les plis. Est-ce que cette carte a été jouée parce qu'elle rapporte beaucoup de points et vient de mon partenaire? Ou alors est-ce que c'est un bluff? Peut-être qu'un adversaire a mis une bonne carte pour te piéger. Tu réponds à cette carte et eux en face se frottent les mains parce qu'ils t'ont trompé. Ce mélange entre jeu de plis et jeu de déduction est incroyablement original. Je n'ai jamais revu ça ailleurs. C'est un jeu foisonnant d'idées. Il y a ce système de partenariat caché. Beaucoup d'atouts, très peu de couleurs vides. Ce n'est pas comme au scat, où les atouts sont rares. Dans Doppelkopf, presque la moitié du jeu est constituée d'atouts. Tu joues donc constamment avec ces cartes fortes à cause du système d'équipe. Mais en même temps, les cartes à gros points sont dans les non-atouts, ce qui crée des situations passionnantes. Et puis, c'est un jeu traditionnel, donc horrible à apprendre. Avant même de jouer, il faut passer du temps à se mettre d'accord sur les règles, parce qu'il existe des dizaines de variantes. Et elles ne sont presque jamais écrites. On les transmet à l'oral. Et elles changent d'une région à l'autre. 50% is trump, so you play with these trump cards because of this partnership thing. But the big points are in the non-trump cards, so there are very interesting things happening. And it is a traditional game, so it is horrible to find if you want to play it. We do have to discuss a lot of rules first, and because there's so many variants. Yes. So many variants. So c'est ce genre de jeu qu'on se transmet à l'oral. Yeah. And their regional, differences. In south of... Dans le sud de l'Allemagne, par exemple, ils jouent plutôt au Schafkopf, un jeu très proche mais différent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé beaucoup de jeux de pli moi-même. J'en ai encore un cette année à Essen, et l'an dernier avec Fischer. J'avais déjà sorti un jeu de pli qui avait très bien marché. C'est vraiment une source d'inspiration constante pour moi. It was an inspiration for me, yes. Je pensais notamment aussi à Fuji Flush, dans lequel il y a cette idée où on va parfois s'allier temporairement pour pouvoir continuer à jouer. Et Fuji Flush est un jeu un peu étrange parce qu'on doit s'entraider. You have to help each other. Yes. Oui, on coopère, mais en réalité, c'est bon pour tout le monde. C'est une forme de coopération temporaire. On s'allie un instant, puis ça ne sert plus à rien. C'est comme, ok, on a tous joué la même carte, pourquoi pas? Ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un petit jeu rapide et léger. Mais oui, il y a cette idée d'alliance momentanée, alors que dans Doppelkopf, c'est plutôt de la déduction. Et ça, j'adore. J'aime la déduction, j'aime les jeux de pli. Alors oui, peut-être que ça vient de là. J'ai lu aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais que Fuji Flush, au début, il avait été released, il avait été délivré, mais sans qu'on sache que c'était toi l'auteur et que c'est après coup que on a révélé le nom. Yeah, no, it was just like there was I think a print run of 200 copies. J'avais fait un petit tirage, environ 200 exemplaires, imprimé moi-même chez un prestataire d'impression numérique. Et j'ai envoyé des enveloppes anonymes à des gens du milieu du jeu. Ils recevaient le jeu, sans aucune explication, sans savoir d'où il venait, ni qui l'avait créé. J'étais même allé jusqu'à envoyer les enveloppes à un ami dans une autre ville pour que le cachet postal ne trahisse pas l'origine. Les gens recevaient ça et disaient « Fribourg ? Pourquoi Fribourg ? Personne ne vit à Fribourg. D'où ça sort ?» Puis je suis allé au Gathering of Friends et j'ai déposé le jeu directement sur les tables. Les gens le trouvaient et disaient « C'est à qui ce jeu ? Ce n'est pas le mien, mais il y a mon nom dessus. Pourquoi ?» C'était drôle. Et une forme de marketing un peu fou. Une sorte de guérilla marketing. Yes. Kind of marketing. Yes. Guerrilla marketing. Cette année à Essen, tu sors aussi un jeu de cartes, Vorschloss. Yeah. On vient juste d'y jouer d'ailleurs. L'année dernière, tu avais aussi un jeu de trick-taking. Yeah. It's something that you... C'est un genre de jeu que tu veux continuer à explorer, les jeux de pli? Parce qu'il y a une hype en ce moment pour ce genre de jeu. About taking There games. is a hype of trick-taking game, but for me it is sometimes I think there are too many. For me itself as a gamer, I think I already have 20. Il y a en ce moment une vraie mode des jeux de pli. Mais pour moi, parfois, je me dis qu'il y en a un peu trop. En tant que joueur, je crois que j'en ai déjà une vingtaine de nouveaux, rien que de ce salon. Et chez moi, je me retrouve à penser, encore un nouveau jeu de pli sur mon étagère. Ce que je remarque surtout, c'est que beaucoup de jeux de pli récents ont trop de règles. Du genre, maintenant on ne doit plus fournir à la couleur, sauf si, et si ça arrive, alors tu fais ça. Et à force, je me dis,
Oui, bon, ça fait beaucoup là. C'est pour ça que j'aime bien des jeux comme Fearless. C'est un de ces jeux qui repose sur une seule idée forte, une idée nouvelle, et ça suffit à créer un jeu. Quand je trouve ça, j'adore. Mais les jeux de pli qui empilent trop d'innovations, qui cassent les fondements du genre, ça ne m'intéresse plus. Par exemple, ne pas être obligé de fournir à la couleur, pour moi, ce n'est jamais une bonne idée dans un jeu de pli. Ou pire, changer la couleur d'atout en plein milieu d'un pli, ça je déteste. À ce moment-là, tout s'effondre, la logique même du jeu de pli disparaît. Mais parfois, il y a quand même de belles trouvailles. Des jeux comme Saint-Patrick, par exemple, apportent vraiment une idée nouvelle intéressante. Every idea of trick-taking is vanished, so... But sometimes, like whatever St. Patrick or so, a new idea came up, which is really interesting. On va parler maintenant du second jeu que tu as proposé, qui est Ave César, un jeu de Wolfgang Riedesser de 1989. Yeah, it's just a pure racing game. And it's just like, we had this and it was not a big commercial success. So Ravensburger did very discounted sales of it. So everybody in our whatever got it because it only cost whatever 8 marks, 10 marks. Yeah, so before Euro time. So we had it. We were students, was cheap, and we really got hooked on it because it is not good for the mass market because the people do not really understand what's happening there. Oui, c'est vraiment un pur jeu de course. On l'avait à l'époque et ce n'était pas un grand succès commercial. Ravensburger a fini par le brader massivement, donc tout le monde de notre entourage l'a acheté. Il coûtait à peine 8 ou 10 marks. C'était avant l'euro. On était étudiants. C'était pas cher et on est vite devenu complètement accro. C'était pas un jeu fait pour le grand public, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe dedans. En surface, c'est une simple course. Tu as 3 cartes en main, tu en joues une, tu avances ton char, tu peux bloquer les autres sur certaines cases, et si tu ne peux rien jouer, tu passes ton tour. Mais si tu te contentes de jouer ta carte la plus forte à chaque fois, sans réfléchir à la logique du jeu, eh bien, ça tombe complètement à plat. C'est ennuyeux. En revanche, quand tu commences à comprendre le cœur du système, c'est passionnant. Il y a presque quelque chose de pré-deck building dedans. Chaque joueur a son propre paquet de cartes identique à celui des autres. 4-1, 4-2, jusqu'à 4-6. Donc il n'y a que l'ordre de pioche qui change. Et là tu comprends. Si je joue un 1, ce n'est pas si mal. J'ai éliminé une petite carte de ma main. Mais si je ne peux rien jouer, c'est terrible. Les autres continuent d'avancer. Et même un 1 me fait avancer plus qu'un joueur bloqué. Si je balance tous mes 6 d'un coup, je serai vite coincé. Et cette idée est géniale. Le joueur en tête ne peut pas jouer de 6, la valeur la plus haute. Alors si tout le monde se met d'accord pour ne pas le dépasser, il se retrouve bloqué. Il ne peut plus jouer ses 6, il reste figé. Et à ce moment-là, les autres le dépassent, le bloquent, et il reste avec une main pleine de 6 inutiles. C'est brillant. Mais évidemment, les familles ne voient pas tout ça. Elles jouent en posant simplement leurs cartes les plus fortes et elles passent à côté de la profondeur du système. Pour moi, Ave César a été très marquant. Il m'a montré qu'on pouvait créer un jeu aux règles extrêmement simples, mais qui devient complètement neuf grâce à un seul petit twist bien trouvé. Et c'est resté une source d'inspiration constante, parce que je fais depuis toujours du game design indépendant, un peu à part, en dehors du marché mainstream. Et Ave César, c'est exactement ça. Publié chez Ravensburger, le plus grand éditeur allemand, mais hors des codes du grand public. Ce n'était pas un succès commercial, mais dans notre groupe de joueurs, c'était culte. Tout le monde le voulait. Il y a même eu une vraie hype dans la communauté. Le jeu, d'abord vendu pour presque rien, s'est retrouvé ensuite à plus de 200 € chez les collectionneurs. Il a été réédité plusieurs fois, quand les gens ont fini par comprendre ce qu'il avait d'unique. Mais clairement, ce n'est pas un jeu grand public. Il faut déjà avoir un certain regard de joueur pour voir pourquoi ce jeu est génial. Ave César was at Ravensburger, which is the biggest German publisher, but it was a bit off, and it was not a commercial success for them, but it was a very big success for our gaming group, because we all had it, we tried to buy it, and everybody wants to have it. There was a hype in the gaming scene, and it went, after it was very cheap, it went to over 200 euros for collectors, because a lot of people, and it got re-released and re-released because the people understood what it was, but it was clearly not a mass market game. You have to be involved in a bit more gaming to find out why this game is great. Donc c'est une inspiration pour toi sur le fait que voilà, on puisse avoir un jeu qui finalement a une idée plus subtile que ce qu'elle paraît et qu'on doit expérimenter le jeu pour le comprendre. Yeah, it's just like maybe in Friday, which is my most successful solo Oui, c'est un peu comme dans Vendredi, qui est mon jeu solo le plus réussi. Au début, tu es là, tu veux gagner chaque carte, remporter chaque combat. Mais quand tu y joues un peu plus, tu comprends que parfois pour gagner, il faut savoir perdre. Oui, il faut perdre dans certains combats, parce que c'est un jeu de deck building. Et quand tu perds un combat, tu peux éliminer les cartes de ton deck. Et là tu te dis, ah en fait c'est bien. Tu vas même chercher à perdre exprès certains affrontements difficiles pour en tirer un avantage plus tard.
Tu perds maintenant, tu affines ton jeu, et quand le combat revient, tu es plus fort, tu gagnes et tu récupères une meilleure carte. C'est exactement ce genre de logique qui m'intéresse. Au premier abord, tu crois savoir ce qu'il faut faire. Il faut gagner, bien sûr. Mais en réfléchissant, tu découvres que l'intuition est parfois trompeuse, et que le vrai plaisir du jeu, c'est de comprendre ça, d'anticiper, de penser différemment. Et je n'ai pas joué à Ave César, mais j'ai aussi compris que quand on passait devant César, on devait dire Ave César et qu'il y avait aussi une part un peu d'humour dans le jeu. Dans notre groupe, on doit même se lever pour le dire, évidemment. C'est devenu une sorte de rituel. Et par exemple, il y a beaucoup de tes jeux aussi où tu as mis des clins d'œil. Oui, des easter eggs, bien sûr. J'en glisse parfois dans mes jeux. Et oui, je suis très inspiré par les jeux des autres auteurs. Certains disent qu'ils ne jouent jamais aux jeux des autres. Moi, c'est tout le contraire. J'en reviens souvent d'un salon avec une centaine de nouveaux jeux et j'en joue en moyenne un nouveau chaque jour. Donc forcément, j'en connais beaucoup. Ça me permet d'y faire des clins d'œil, d'intégrer de petites références cachées dans mes propres créations. Et oui, j'adore ça. Put these Easter eggs in there, Yes. and yeah, of course I like it. Tu as aussi fait Copycat, qui était un hommage aussi aux autres jeux. Yeah, it was an homage to Mad Mechanics. It was interesting because it was. Oui, c'était un hommage à Mad Mechanics. L'idée, c'était de créer une sorte de mélange entre Dominion, Through the Ages et Agricola. Ces trois jeux reposent sur une multitude de cartes différentes. Et certaines personnes ont été un peu déçues parce que dans Copycat, j'ai choisi de les mélanger sur le plan mécanique, pas thématique, ni par la quantité de cartes. Il n'y a pas autant de variété dans les cartes que dans ces trois jeux-là. Des joueurs m'ont dit « Oui, mais dans Through the Ages, il y a énormément de cartes différentes. Et dans Agricola, pareil. » Et je leur ai répondu « Oui, mais ce n'est pas le propos. Ce jeu parle des mécaniques que j'ai fusionnées, pas du volume de cartes. » Et j'espère que les gens voient quand même que malgré ça, c'est un bon jeu. Et que le vrai sujet, c'est la rencontre entre ces systèmes. Est-ce que tu dirais que c'est principalement les mécaniques qui sont importantes pour toi, qui viennent en premier, ou parce que j'ai l'impression que dans tes jeux, c'est soit tu vas avoir une idée thématique et tu vas trouver la mécanique qui convient, ou au contraire, tu vas avoir c'est la mécanique qui va venir en premier, et là, tu cherches un thème un peu fou pour que ce soit plus original. Yeah, that's it. Sometimes it happens in a Oui, exactement. Parfois, tout arrive d'un coup, comme avec Fresh Fish. Le thème et la mécanique sont venus en même temps. Mais parfois, c'est beaucoup plus difficile de trouver un bon thème pour une mécanique que j'ai déjà imaginée. Et à l'inverse, il m'arrive d'avoir une idée de thème, mais pas encore la mécanique qui va avec. Alors je me dis, ce serait un super thème, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée mécanique. On verra plus tard. No idea for mechanic right now. Come back later and yeah. Tu aimes les thèmes non conventionnels, et aussi, on a l'impression que c'est aussi des choix politiques. C'est important aussi pour toi que le jeu de société soit aussi un média qui puisse revendiquer un discours politique. I like it if some politics goes into games because it's just like interesting because a lot of gamers game because of escapism. Yeah, a lot of games are played because it's relaxing from the real world, and this is okay. It is okay. You have these whatever Everdell-like games where there are tiny animals doing things and they are kind of political but not really. Going for it, or you have a lot of these. J'aime bien quand un peu de politique s'invite dans les jeux, parce que c'est intéressant. Beaucoup de gens jouent pour s'évader, pour fuir la réalité du quotidien. Et c'est très bien, c'est légitime. On a plein de jeux comme Everdell, avec des petits animaux adorables qui vivent dans la forêt. C'est mignon, il y a une forme de politique douce, mais ça ne va pas très loin. Ou encore Ark Nova, Earth, Biome, Cascadia, tous ces jeux sur la nature, les animaux, l'écologie, où tout est harmonieux, sans pollution, sans conflit. C'est très positif. Mais à force, si tous les jeux ne servent qu'à fuir le réel, on passe à côté de quelque chose. Parfois, c'est bien qu'un jeu fasse réfléchir, qu'il parle du monde, même un peu. Les jeux peuvent avoir une dimension éducative, une résonance politique légère, et c'est une bonne chose. Je pense que les gens devraient remarquer que ces dernières années, il y a beaucoup de jeux coopératifs. Et c'est une belle évolution. Ça montre que la coopération peut fonctionner dans le jeu comme dans la vie réelle. Même dans Power Grid, il y a une logique politique implicite. Les joueurs les plus riches ont un parcours plus difficile, tandis que les plus pauvres reçoivent un petit coup de pouce pour rester dans la course. Ça rend le système plus équilibré, plus intéressant. Parce que si on faisait un jeu où le joueur le plus riche devenait encore plus riche, sans limite, un jeu du type Too Big to Fail,
Ce serait ennuyeux. Personne n'a envie de jouer à un jeu de foot où le Bayern Munich ou le PSG gagnent toujours. C'est pareil pour l'économie. Un système sans régulation, c'est juste vide. Dans Power Grid, tout le monde reçoit un revenu de base. 10, peu importe ce qu'on fait. Certains disent « Ah, c'est du socialisme ». Mais non, ça reste du capitalisme, simplement régulé. Et ça fonctionne très bien. Le jeu reste compétitif, tout le monde prend du plaisir à gagner de l'argent, il y a un vainqueur à la fin, mais personne ne se contente de dire « Je touche mon revenu de base et je ne fais rien ». To business, yeah. If we find out in Power Grid there, you get a base income. You get a base income of 10, whatever you do, yeah. And a lot of people say, "Oh, socialism." No, it's capitalism as well. It works very well. It's very competitive. You have fun, yeah. In Power Grid, the people have fun to make money, and there is a winner, and nobody is saying, "Oh, I get my base income, I do nothing." No, the people are inspired. They are, yeah. And this can be political. So Power Grid is political as well, if you look at it as it is. On va continuer avec ton troisième jeu qui est Iron Dragon, un jeu de Darwin Bromley et Tom Wham, 1994. Yes. Je n'y ai pas joué. Je sais que ça reprend le système de Empire Builder et je crois que c'était aussi une de tes grosses influences pour Funkenschlag. Peut-être c'est probablement le jeu qu'on connaît le plus de toi, très emblématique. Yeah. Tu peux nous parler d'Iron Dragon? Yeah, I took Iron Dragon because it was the first of the Empire Builder family I played. Okay. I went there in Hamburg during game evening and they played it and I was just totally hooked. It was just like, what is happening here? And it was one of these games and Empire Builder. J'ai choisi Iron Dragon parce que c'est le premier jeu de la famille Empire Builder auquel j'ai joué. C'était à Hambourg, lors d'une soirée jeu, et dès la première partie, j'ai été complètement captivé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? C'était fascinant. Ce genre de jeu, comme Empire Builder, est remarquable parce qu'il repose sur très peu de règles de base. Tout le reste naît du plateau et des cartes, sans qu'on ait besoin de retenir une multitude de micro-règles. Tu as de l'argent, tu construis tes voies ferrées, tu fais rouler ton train, tu remplis des contrats, tu gagnes plus d'argent et tu construis encore plus de voies. C'est simple, fluide et logique. Et Iron Dragon a cette petite touche de folie propre à Tom Wham. Tom Wham, c'est un auteur qui a créé plein de jeux un peu étranges, décalés, et j'ai toujours adoré ça. Des titres comme The Great Khan Game, Search for the Emperor's Treasure ou Kings and Things m'ont beaucoup marqué. Alors ce mélange entre le côté économique et systématique de Empire Builder et le grain de folie de Tom Wham, pour moi c'était irrésistible. Et bien sûr, ça m'a influencé quand j'ai créé le premier Funkelschlag en 2001. Celui qu'on ne connaît pas trop, celui où il fallait dessiner les connexions directement sur le plateau au crayon. À l'époque, je jouais beaucoup à ces jeux de réseau à tracer où tu relis des villes à la main, comme dans Empire Builder ou Dame Frost. Et un jour, je me suis dit, et si, au lieu d'un réseau de trains, on construisait autre chose? Quel autre type de réseau pourrait-on imaginer? Et c'est là que c'est venu, un réseau électrique. Pourquoi pas? Un Power Grid, ce serait parfait. L'idée est née simplement de cette envie de sortir des rails, parce que j'en avais marre que tous les jeux de construction de réseau soient des jeux de train. Oh, it's a Power Grid. Power Grid would be nice as a network, a power network. Yeah, why not? And then it was there. Okay. Yeah, it was the idea of building up a power network because of being bored that all network building games are train games. Funkenschlag, c'est un jeu qui a été ton premier jeu un peu plus officiel. Tu as été surpris à l'époque du succès du jeu parce que tu avais fait des jeux plus expérimentaux? Yeah, it was, of course, it was a surprise as a success, and it was, as usual, I made it 2001 in a whatever print run of 2000 games. Oui, bien sûr, ça a été une vraie surprise que ce soit un succès. Comme d'habitude, j'avais fait ça un peu en mode artisanal. En 2001, j'en ai produit environ 2000 exemplaires dans des boîtes faites maison, et voilà. Et finalement, ça a tout de suite bien marché. Les gens ont vraiment accroché. Mais les parties duraient 3h30, voire 4 heures, donc à un moment, j'ai eu envie de passer à autre chose. Puis, d'autres éditeurs sont venus me voir en me disant « Ce jeu est excellent, tu devrais en faire une nouvelle version ». Aléa m'a contacté pour en faire une adaptation. J'ai travaillé dessus, mais au final, ils ne l'ont pas publié. Je me suis donc retrouvé avec une version retravaillée du jeu, prête à sortir. Et là, Rio Grande Games m'a proposé de faire la version américaine. Je me suis dit « Ok, essayons ». C'était en 2004, 3 ans plus tard. J'ai fait une nouvelle version, on a supprimé la partie crayonnée, même si certains joueurs la réclament encore aujourd'hui. Et ce n'était pas un gros risque, la moitié de la production était déjà financée par Rio Grande. Alors je me suis dit, allons-y, ce sera une expérience. Et le résultat a été incroyable. Ni moi, ni Rio Grande n'avions imaginé un succès aussi énorme. Et aujourd'hui, on en est à environ 1 demi-million d'exemplaires vendus. Nobody ever had imagined beforehand that it could be that big success. And we are now at 500,000 copies sold, kind of. So, yeah. Et c'est toujours... aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties. On a l'impression que les jeux, au bout de 2 ans, ont disparu.
Et il y a quand même des jeux qui s'installent dans la durée puisque c'est toujours un jeu qui est joué et connu en fait des joueurs. C'est important aussi d'avoir pour toi cette idée d'avoir un jeu qui reste dans les mémoires. Yeah, this is very amazing because this game is 20 years old and people still ask. Oui, c'est assez incroyable parce que ce jeu a maintenant plus de 20 ans et les gens me demandent encore de nouvelles cartes. Certains me disent toujours « c'est mon jeu préféré de tous les temps » ou alors « c'était le tout premier jeu moderne auquel j'ai joué ». C'est fou vraiment. Funkenschlag est devenu un classique moderne et c'est une sensation très particulière d'avoir créé un jeu qui a ce statut-là. Ce n'est pas le seul de mes jeux qui soit resté aussi longtemps sur le marché, mais c'est le plus grand succès et de loin. Et c'est incroyable de voir qu'après tout ce temps, il continue à me rapporter un peu d'argent chaque année. Impossible to, yeah, and it's still something that gives me some money every year. So yeah. Et tu l'as dit hein, dans Funkenschlag, c'est ce que tu avais envie de faire ce jeu sur les réseaux. Et il y a aussi un aspect qui est les enchères, et peut-être que c'est aussi lié au jeu d'après dont on va parler. Le prochain jeu, c'est Outpost, un jeu de James, alors je vais bien le prononcer, James Liavati et Timothy Moore, 1991. Souvent, il est beaucoup plus connu par les joueurs dans la version Das Zepter von Zavandor. J'ai demandé à beaucoup de mes amis s'ils connaissaient Outpost, et beaucoup m'ont dit non, mais je connais Das Zepter. Yeah, Outpost is very interesting. It's a very, very inspiring game. And the author of Puerto Rico, Andreas Seifert, says Outpost inspired him for this. And a lot of, I've seen other authors. Tom Lemon, he was responsible for Outpost as a developer in that times, made Phoenicia. Phoenicia, yes. Which is an Outpost style game. And Zepter from Zavandor, these authors are inspired by Outpost to make Zepter of Zavandor. So it is very interesting. And why in the hell is this so inspiring, this game? But it is a snowballing. Oui, Outpost est vraiment un jeu fascinant. C'est un jeu très inspirant, et pas seulement pour moi. Andreas Seifert, l'auteur de Puerto Rico, a d'ailleurs dit qu'Outpost l'avait inspiré directement pour son jeu. Et Tom Lehman, qui avait travaillé sur Outpost à l'époque en tant que développeur, a ensuite créé Phoenicia, un jeu dans le même esprit. Et puis il y a aussi le Sceptre de Zavandor, qui lui aussi s'inspire clairement d'Outpost. Alors on peut se demander, mais pourquoi ce jeu est-il si inspirant ? Eh bien, c'est parce que c'est un jeu d'économie en boule de neige. Tu gagnes un peu d'argent, tu le réinvestis dans ton entreprise, ce qui te rapporte plus d'argent que tu réinvestis encore, et ainsi de suite. C'est un moteur de croissance qui s'emballe. Mais Outpost a un gros problème, celui du runaway leader, le joueur qui prend de l'avance et que plus rien n'arrête. Quand tu es nouveau dans le jeu, tu n'as aucune chance. Je me souviens d'une partie où je jouais avec des débutants. À mi-parcours, j'avais plus de points de victoire que tous les autres réunis. C'était plié. On a quand même fini la partie, mais il n'y avait plus de suspense. Le jeu est plein de défauts, mais il a un moteur génial. Et c'est ça qui inspire les auteurs, ce sentiment de puissance, de progression mécanique, mais avec cette envie de corriger ses failles. Tous se disent, ce jeu a quelque chose d'unique, mais il faut résoudre ce problème de déséquilibre. C'est un jeu qui ne fonctionne vraiment que si tout le monde a le même niveau. Mais quand c'est le cas, c'est très tendu. Parce qu'à la moindre erreur, tu te fais distancer. Les autres snowballent et s'envolent. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le système d'enchères. C'est ce que j'ai repris dans Funkenschlag. J'avais déjà exploré ça avant dans Freeze Matenten en 1999, qui était aussi très inspiré d'Outpost. On y achetait des cartes aux enchères. Mais j'ai compris que dans Outpost, il y avait une faille. Plus tu gagnes d'argent, et plus tu investis pour gagner encore plus tu accélères la boucle de croissance. Mais si tu dépenses ton argent pour des points de victoire plutôt que pour renforcer ton moteur économique, tu marques des points, certes, mais tu ralentis ta progression. Et comme les cartes de points de victoire sont souvent liées à des cartes d'amélioration, c'est un mélange bancal. Moi, j'ai voulu séparer les deux dans Freeze Matenten et ensuite dans Power Grid. J'ai enfin trouvé la solution. Le tour de jeu. Le joueur le plus en retard a plus d'avantages dans l'ordre du tour, ce qui permet de rattraper les autres. Il y a aussi une autre idée venue d'Outpost, la limite d'espace pour les usines. Dans Power Grid, tu n'en as que 3, donc quand tu veux acheter une meilleure centrale, tu dois te débarrasser d'une ancienne. Ça empêche la croissance infinie, ça crée une tension permanente. Et même le système de revenus dégressifs vient de là. Dans Power Grid, les premiers niveaux de revenus font gagner beaucoup. Mais les suivants rapportent de moins en moins. Ainsi, même quand tu as de meilleures centrales, tu gagnes un peu plus d'argent. Mais jamais assez pour écraser les autres. C'est ce qui garde le jeu équilibré et tendu jusqu'à la fin. And you also, this is an Outpost already in there. You have a limited space for your factories. In Power Grid, you only have 3. This is very, very good because if you buy a very good new one, you have to throw away the weaker old one.
Ok. So you cannot grow, but there's a limit of growth. Yeah, and then the income is also in the game. The first steps in income are higher than the later steps. So whenever I build better power plants later, I will not get much more money than the others, just a bit more. So, yeah. Je me demandais aussi si ces jeux Iron Dragon ou bien Outpost, c'est des jeux auxquels tu joues encore aujourd'hui. I was wondering if this board games Iron Dragon or Outpost, you still play them today? I try to play Outpost once a year just because of the nostalgia. J'essaie de rejouer à Outpost une fois par an, juste par nostalgie. Et dans la famille des Empire Builder, on joue surtout à Eurorail, parce que ça se passe en Europe. C'est plus familier pour nous, géographiquement parlant, que North American Rails, Nippon Rails ou Australian Rails. Je n'ai plus les versions lunaires ou martiennes, parce que maintenant je préfère qu'on joue sur des cartes réelles existantes. Mais oui, on joue encore à ces Empire Builder, surtout Eurorails, une fois par an. Iron Dragon, en revanche, je n'y ai pas rejoué depuis longtemps. Mais récemment, j'y ai joué avec mon fils. Il regardait les boîtes sur l'étagère et m'a dit « Ah, il y en a d'autres ?» Et j'ai répondu « Oui. Okay. Et celui-là, c'est Iron Dragon. » Alors il a dit « On joue à Iron Dragon. » Et on l'a fait. With my son, because he was, he looked at Eurorail and said, there are more? I said, yeah. And this Iron Dragon? I said, yeah, let's play Iron Dragon. Yeah. Maintenant, on va parler du dernier jeu de la liste. Alors là, je pense que c'est un jeu que on connaît tous. C'est Dominion, donc le jeu de Donald Vaccarino de 2008, qui est le jeu dont on dit souvent qu'il a inventé le deck building. Et tu as fait un jeu de deck building, tu as fait plusieurs jeux qui expérimentent le deck building. Tu parlais de vendredi, donc Friday tout à l'heure. Yeah. Therefore Dominion is there because Dominion, as I said, Outpost has its flaws and Dominion has its flaws for me as well. Because I need games that are not perfect to me to be inspired to make it different. As I played Settlers the first time, Catan, it is perfect in the way it is. There's nothing to inspire me because I don't have to change anything. Yeah, there's no idea. And I like what Dominion did, but I dislike the fact that it is best with 2 players because if you add another player than more than 2, you only have to wait long. Oui, et c'est pour ça que Dominion figure dans ma liste. Parce que comme Outpost, c'est un jeu très inspirant, précisément à cause de ses défauts. J'ai besoin de jeux imparfaits pour avoir envie de les réinventer. Quand j'ai joué à Catan, pour la première fois par exemple, je me suis dit « Ce jeu est parfait tel qu'il est ». Et du coup, ça ne m'inspire pas. Il n'y a rien à changer, rien à améliorer, donc pas de point de départ créatif. Mais Dominion, c'est différent. J'aime beaucoup ce que le jeu a apporté, mais il y a des aspects que je n'aime pas du tout. Par exemple, je trouve qu'il est meilleur à 2 joueuses. Et dès qu'on ajoute une 3e ou une 4e personne, ça devient juste plus long. On n'ajoute rien en termes de jeu, seulement de l'attente. Et ce problème, je le retrouve dans beaucoup de jeux euromodernes. Sur Board Game Geek, si tu regardes la configuration idéale, c'est presque toujours 2 joueuses. Ces jeux sont en réalité des solos déguisés. Et ça, pour moi, c'est frustrant. Moi, j'aime les jeux à 4 ou 5 joueurs. Il se passe quelque chose entre les gens. Donc, en jouant à Dominion, je me suis dit, ce jeu me donne la sensation d'un jeu solo. Alors, pourquoi ne pas le transformer en un vrai jeu solo ? Et c'est là qu'est né Friday. Je me suis dit, le deck building est une mécanique vraiment brillante. Parce qu'elle a cette limite naturelle à l'effet boule de neige. Même si tu as acheté plein de bonnes cartes, tu ne pioches que 5 cartes par tour. Tu ne peux donc pas tout utiliser en même temps. Et en plus, les nouvelles cartes vont d'abord dans ta défausse. Tu dois attendre de les récupérer. Donc ça ralentit la montée en puissance. Et ça garde le jeu équilibré. Et Dominion a introduit quelque chose de très intéressant sur le plan théorique. Ce moment charnière, ce point de non-retour où tu arrêtes de construire ton deck pour commencer à acheter des points de victoire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans Antique et dans d'autres jeux et que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas devoir détruire ce que j'ai construit. C'est pour ça que dans Friday, ton deck est à son meilleur à la fin. Tu ne le détruis jamais. Tu construis un bon deck, tu gardes les meilleures cartes, tu élimines les pirates et tu n'as jamais à régresser. Il n'y a pas de dégradation, pas de retour en arrière. J'aime beaucoup l'idée de Dominion. Et j'en ai parlé longuement avec Donald quand il venait à SM. On a eu de très bonnes discussions là-dessus. Mais en matière de deck building, je préfère Heart of Crown parce qu'il n'y a pas ce problème de destruction du deck. J'aime aussi beaucoup le deck builder Harry Potter Hogwarts Battle, mais il n'y a pas de réduction du deck. C'est plus simple, plus familial, mais ça reste un très bon jeu coopératif. Et j'aime toujours les jeux coopératifs, donc ça me convient. Ce que j'aime dans le deck building, c'est que tu fais vraiment quelque chose. Tu construis un système,
un moteur. Et il y a là un nouveau jeu, Altay, qui pousse encore plus loin cette idée. Tu fais énormément de choses à ton tour. Mais du coup, les autres attendent longtemps. C'est un peu comme Terraforming Mars. En solo, j'étais complètement accro, c'est fantastique. Mais à 5 joueurs, c'est l'enfer. L'attente est interminable. Terraforming Mars n'est pas un bon jeu à 5 joueurs dans sa version de base. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont rendu jouable à autant, mais en termes de rythme, c'est 2 ou 3 joueurs, pas plus. À 4, c'est déjà trop. Et c'est dommage, parce que j'aime les jeux nombreux, quand ils restent dynamiques. Par exemple, Ave César est un jeu à 6 joueurs absolument hilarant. Empire Builder ou Iron Dragon, en revanche, je ne les jouerai qu'à 2 ou 3, pas plus. Mais Power Grid, lui, brille à 5 joueurs. C'est très interactif, les tours sont courts, tout s'enchaîne bien, c'est exactement ce que je recherche. C'est pour ça que Dominion m'a inspiré, parce qu'il n'est pas parfait pour moi. C'est un immense succès et c'est très bien. Tous les joueurs qui aiment Dominion devraient y jouer. Ils ont raison de le faire. Je ne veux pas leur dire qu'ils se trompent ou qu'ils ont mauvais goût. Non, c'est leur jeu, celui qu'ils aiment. Mais pour moi, Dominion, ce n'est pas ce qu'ils croient que c'est. Empire Builder Iron Dragon, I would only play it with 2 or 3 players as well, okay? Yeah, but Power Grid, it shines with 5 players. It's great. It's very interactive. The turns are short. And therefore, I'm looking for, yeah? And therefore, Dominion gave me something to work on. Because it's not perfect for me. Yes. Only for my taste. Yeah? It's a big success, and every Dominion player should play its Dominion. They like it. Do it. I don't want to stop you doing that. Yeah, but I don't want to tell you idiots or something like that. No, it's your game, the game you like. But for me, it is not that what you think it is. Ben, je suis d'accord parce qu'en fait, moi, je ne joue que Dominion qu'à 2 en général. Et souvent, j'ai l'impression aussi que Dominion, il y a quelque chose. On a l'impression que faire son deck, c'est un peu comme faire de l'engine building, alors qu'en fait, c'est en fait pour moi un jeu de course déguisé. Yeah, but on the other hand, I talked a lot. Au fond, Dominion, c'est plus qu'une course qu'un jeu de construction. Il faut être efficace. Juste efficace. Mais d'un autre côté, j'en ai beaucoup parlé avec William Attia, l'auteur de Kaelus. Yes. Lui n'aime pas Power Grid, parce que justement, c'est une course. Et moi, je n'aime pas Kaelus, parce que ce n'en est pas une. Alors, en quelque sorte, on déteste tous les deux nos meilleurs jeux respectifs. C'est assez drôle. À chaque fois qu'on se croise, on en rit. Ce n'est pas une vraie aversion, pas du tout. C'est juste... oui, c'est un bon jeu, mais pas pour moi. Donc oui, j'aime les jeux de course. Et Formidable Farms, d'ailleurs, en est un. Yes, The Formidable Farm is a race game right now. J'ai lu que tu aimes mieux les jeux où il n'y a pas un tour de jeu fixe, mais où il y a ce côté course. Yeah. If there is an end. Oui, exactement. J'aime quand la fin du jeu est intégrée au système et qu'un joueur peut décider de la déclencher ou non. Ça crée un vrai pouvoir de rythme. Yes. Tu peux choisir de pousser jusqu'au bout ou d'accélérer la conclusion. Je trouve ça vraiment intéressant. Et Dominion a d'ailleurs quelque chose de semblable. Quand une pile de cartes s'épuise, la partie s'arrête. C'est une idée que je trouve très intelligente. Mais cette histoire de détruire sa propre structure à la fin, mathématiquement, intellectuellement, je trouve ça brillant. Mais émotionnellement, ce n'est pas pour moi. Ok. On arrive à la fin de cette interview. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire. Yeah, the new releases are right now because we in Essen is the Fearless, which is a very. Oui, les nouveautés en ce moment, puisque nous sommes à Essen, ce sont Fearless et Formidable Farms. Fearless, c'est un jeu de pli dans lequel il n'y a qu'une seule idée nouvelle, et c'est tout. C'est volontaire. Si tu veux un jeu de pli avec plein de règles différentes, il y en a plein d'autres ici, au salon. Mais si tu veux un jeu qui repose sur une seule idée forte, alors c'est celui-là. Et puis il y a Formidable Farms. Et là, je suis très curieux de voir ce que les gens vont en penser, parce qu'il y a déjà beaucoup d'attentes autour du jeu. C'est rare, mais celui-ci est un très bon jeu à 2 joueurs. Et je pense même que c'est dans cette configuration qu'il est le meilleur. Ok. It will have the board game be grading best with 2. Ok. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de ton temps et de ta disponibilité. Yeah. C'était super de pouvoir discuter avec toi. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté. À bientôt pour une nouvelle interview. Bye bye. Bye. Cette interview, enregistrée en présentiel à Essen lors du Spiel le 24 octobre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer, ainsi que notre doubleur Gabriel pour cette version française. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.